On est musulman. Je suis musulmane, mais hélas, je ne suis ni islamiste, ni laïque. Alors, devrais-je aller habiter ailleurs? Avec qui devrais-je cohabiter? Je me considère comme tunisienne, musulmane de confession parce que j'ai ma conception de l'islam et je l'assume. Je passe outre pour dire que le vrai problème n'est pas un problème de religion. Soyons clairs, c'est un problème d'autorité. C'est un problème d'autorité parce que finalement, qui va instaurer la loi? La loi va être toujours humaine, mais chacun va essayer de la greffer sur un Dieu, sur une conception de Dieu. Que ce Dieu est le mien, le Dieu de l'islam, tel que je le considère, tel que je le perçois, ou que ce Dieu s'appelle pour certains les droits de l'homme, c'est toujours un Dieu. C'est toujours une autorité à travers de laquelle je veux imposer une certaine image de la société, une certaine loi. C'est un problème d'autorité, car, je l'ai dit 36 000 fois, mais peut-être est-ce tellement une idée triviale qu'elle n'arrive pas à toucher. Il n'y a pas de législation divine, il y a des interprétations humaines de la législation divine. Donc, messieurs, dames, on est entre humains. Entendons-nous que nous sommes dans un consensus relatif, que dans la conception de la charia, il y a une panoplie qui peut aller, comme beaucoup le savent, de la confirmation de la peine de mort, comme à son annulation, en se basant sur la charia, en se basant sur l'ijtihad, qui peut aller de la lapidation, comme sanction pour l'adultère, jusqu'au pardon, qui a été prôné parfois par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Donc, l'interprétation est multiple, l'interprétation est ouverte, et le problème n'est pas là. Le problème est d'essayer de dépasser cette charge belliqueuse qu'on a les uns envers les autres. Cette charge belliqueuse peut être affirmée ou montrée d'une manière très séductrice. Elle peut paraître à certains comme un enjeu très important. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai une petite lecture. La troisième question qu'a posée Monsieur le Président, pourquoi cette tension? Eh bien pour deux raisons. Je vais admettre avec vous qu'il y a des islamistes, ou ceux qui se considèrent comme étant des islamistes, et ceux qui se considèrent comme étant des laïcs, des modernistes. Tout simplement, on a deux syndromes dans cette société aujourd'hui, et on a intérêt à les dépasser. Le premier syndrome, c'est celui de mes amis, parce qu'ils sont mes amis aussi, mes amis islamistes, qui ont été longtemps victimes. Ils ont été victimes d'un vol de la parole. Ils n'ont pas eu le droit à la parole. Ils ont été torturés, ils ont été emprisonnés. Ça, c'est un fait. On ne peut pas le nier. Et comment ils ont vécu cela? Est-ce qu'ils sont arrivés à faire leur résilience? Un terme psychanalytique très connu de Cyrulnik. Est-ce qu'ils sont arrivés à accepter ce malheur terrible qu'ils ont vécu d'une autre manière que d'essayer de le faire vivre aux autres ou d'endosser aux autres la responsabilité de ce qu'ils ont vécu, quand bien même ces autres, dont peut-être moi-même fais partie, n'ont rien fait pour eux? Est-ce qu'ils ont réussi à leur résilience? Est-ce qu'ils vont passer le reste de leur temps à parler de cette sacro-sainte légitimité qu'ils revendiquent, Sharaïa, qui est plus pour moi la légitimité de la souffrance que celle des élections? Et je sais de quoi je parle parce que je suis proche d'eux. Donc pour dépasser cela, il faut que mes amis islamistes dépassent le statut du syndrome de Moïse, étant victime de la séparation avec sa mère, d'être bègue, d'être entre deux peuples que personne, au fait, ne l'accepte. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Moïse? Il a voulu parler à Dieu. Il a voulu accéder à la sacro-puissance, la sainte puissance imaginaire. Eh bien, il n'a pas réussi. C'est ce que veulent, quelque part, les islamistes tunisiens inconsciemment. Ils veulent accéder à cette puissance imaginaire, que tout le monde leur dise « oui, vous avez raison, oui, vous avez souffert, oui, vous avez été torturés, oui, nous sommes tous avec vous » et qu'on en finisse et qu'on n'en parle plus. J'espère qu'un jour, ils feront leur résilience et qu'on les aidera tous à faire leur résilience pour dépasser ce syndrome-là. Mes amis laïcs, mes amis modernistes, eux aussi ont un petit problème. Ils ont pendant des années vécu seuls, parlé seuls, dialogué seuls. Ils étaient les stars de cette société. Et là, comme les frères de Joseph, ils se rendent compte que celui qu'on a mis dans le puits, il est là, il revient. On l'a mis dans le puits, mais ces islamistes, on n'est pas arrivé à les faire taire. Et à chaque fois que je parle avec mes amis laïcs, ils m'étonnent en me disant « Mais
mais je ne reconnais plus mon pays. Mais ces personnes-là, où étaient-ils? Et ils disent parfois, dans des cercles restreints, ah, s'ils étaient restés là où ils étaient, c'est-à-dire dans les prisons, ils le disent. Là aussi, mes amis laïcs ont un syndrome, celui des frères de Joseph. Ils n'acceptent pas comme un aîné qu'un autre vienne partager avec eux l'amour de cette mère patrie et aussi l'héritage politique et socio-culturel. Je terminerai en 2 mots. Comment s'en sortir? Déjà, en dépassant le questionnement angoissé de comment s'en sortir, parce que c'est un questionnement qui ne mène nulle part, il faut faire ce cheminement ensemble. Mais surtout, tous, à commencer par moi-même, essayons de réapprendre un peu cette humilité qui fait qu'on puisse s'écouter les uns les autres. On a un vrai problème d'ego surdimensionné en Tunisie après le 14 janvier. C'est vrai que la parole a été confisquée pendant longtemps, mais là on a vraiment une diarrhée de paroles et il est temps qu'on arrive à mettre dans cette société quelques grammes d'humilité, quelques grammes de féminité dans ce monde, justement, de vanité, d'ego surdimensionné, de phallus qui s'accusent les uns les autres. Il y a même des femmes phalliques, et vous le savez très bien. Je vous remercie. Sans commentaire. C'est Chérif Ferjani, philosophe reconverti en politiste. Il anime actuellement un programme de recherche CNRS-IRMC autour des religions comparées et processus de démocratisation. Sa thèse de doctorat est déjà au cœur du débat. Son titre, Islamisme, laïcité et droits de l'homme. Je n'en dirai pas moins de son livre Les voies de l'islam, approche laïque des faits islamiques. Également son livre Le politique et le religieux dans le champ islamique aux éditions Fayard, traduit en arabe et en anglais. Il est au cœur de la problématique. Je pense qu'il a des choses à nous dire. Fadal, Sidi. Je sais que j'ai une voix qui porte, mais j'ai besoin de micro. Voilà. Moi, dans mes travaux que vient de signaler mon ami Hamad Erdissi, je mène un combat contre l'essentialisme concernant les cultures, les religions, d'une façon générale, et je suis contre cette opposition manichéenne entre un islam monolithique et éternel et un Occident aussi monolithique et aussi éternel. Mon ami Jean Bobéro vient de rappeler que la laïcité, lui, il parle des laïcités. Je rappelle qu'il a fondé un groupe qui existe encore, groupe de sociologie des religions et des laïcités. Dans le cadre de l'école pratique des hautes études et du CNRS, école pratique des hautes études qu'il a présidée, où il a dirigé la section des sciences des religions. Et pour échapper à l'essentialisme, on ne peut pas faire l'économie de l'approche historique, sociologique, anthropologique, aussi bien pour les religions que pour les civilisations, mais aussi bien pour les termes qu'on oppose dans cette table, à savoir les laïcs et les islamistes. Les laïcs, comme les islamistes, en Tunisie comme ailleurs, sont un produit de l'histoire, sont des acteurs sociaux, et on doit les approcher autrement que par des lunettes essentialistes qui les figent dans un archétype. Un laïc, c'est ceci, un islamiste, c'est ceci, parce qu'ils sont le produit de l'histoire, de la culture, de la société. Ils ne sont pas figés, ils ont évolué.
Et précisément, si je travaille sur le comparatisme, c'est parce que quand on prend un peu de recul par rapport à ce que nous vivons dans les médias, ça nous permet de relativiser nos perceptions de ce que nous vivons dans les médias. Et j'ai eu à travailler sur la question de l'islamisme et son équivalent en France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à savoir ce qu'on appelle le christianisme politique, et sur toutes les questions par rapport auxquelles aujourd'hui il y a des fixations dans le débat avec les mouvements qui se réclament de l'islam politique, que ce soit la question de la laïcité, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, de la femme. J'ai remarqué qu'à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le christianisme politique avait exactement les mêmes positions de rejet de la laïcité, de la République, des droits de l'homme, de la démocratie et de l'égalité entre hommes et femmes. Il a fallu, dans un pays comme la France, les compromissions de la hiérarchie cléricale avec le régime de Vichy pour que la hiérarchie cléricale dépasse ses positions hostiles par rapport à ces questions et accepte enfin toutes ces catégories qu'elle a combattues comme étant contraires à la religion, les droits de l'homme comme étant contraires aux droits de Dieu. Et ça a donné, à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle la démocratie chrétienne. C'est-à-dire des partis démocrates qui ont intégré toutes ces notions, mais en disant « nous avons une référence religieuse qui est la référence à la chrétienté. Après tout, chacun est libre d'avoir ses références philosophiques. » Et alors là, je reviens à la laïcité. La laïcité, telle que je l'ai comprise, telle que je la pratique, et j'ai une position, pour certains, difficile, pour d'autres, trop facile, pour moi, en tout cas, enrichissante. Depuis les années 70, je vis à cheval entre les deux rives de la Méditerranée, et ça me permet, je le dis franchement, quand je suis ici, j'ai une sensibilité, j'avais une rencontrée, donc il ne faut pas essentialiser, il n'y a pas un seul type d'islamiste figé, ça évolue. Et malheureusement, il y a eu aussi des islamistes qui ont soutenu les dictatures. Et je connais, parmi les actuels dirigeants de la Tunisie, alors je partage avec les islamistes en Tunisie le fait que j'ai été en prison moi aussi, que j'ai été torturé, que j'ai passé des années en prison. Et quand j'étais en prison, malheureusement, les islamistes à l'époque avaient un journal, le Ma'arfa ou le Mujtama, édité sur les presses du parti du pouvoir, et ils nous attaquaient parce qu'on était des marxistes athées, et au lieu de nous défendre comme victimes de la répression, ils ne nous ont pas défendus comme victimes de la répression. Ce que moi, et j'ai les textes qui sont publiés, c'est public, dès 1984, quand il y a eu arrestation des islamistes, j'ai écrit dans un journal qui s'appelait El Maghreb un article où j'ai dit on n'a pas le droit d'arrêter des gens pour la liberté d'association ou pour leurs idées, et j'étais contre la torture, et beaucoup d'islamistes tunisiens me connaissent, m'ont contacté, j'ai défendu leur droit en France à être... donc, il y a aussi des laïcs, il y a des laïcs qui étaient pour la dictature. Moi, je n'ai jamais été pour la dictature ni de Bourguiba, ni de Ben Ali, ni pour autre dictature, ni pour la dictature algérienne, ni pour la dictature. Et dans mon combat pour la démocratie, pour la liberté, je n'ai pas hésité à défendre les victimes de la répression qui ne sont pas de mon bord, y compris les islamistes. Et je ne suis pas le seul, Kamel Jandoubi, que tout le monde connaît, Driss Yazami, plusieurs personnes ici présentes, Sophie Bessi, Souhaïr Belhassan, tous, c'est des gens qui ont défendu toutes les victimes de
de la répression